ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'ARES. Aujourd'hui, nous recevons Aline Bahati Sibambo, chef de travaux depuis plusieurs années à l'Université officielle de Bukavu, où elle est également inscrite en tant que doctorante, conjointement avec l'Université libre de Bruxelles. Avocate au barreau du Sud Kivu, où elle intervient dans la protection des survivants et survivantes des violences sexuelles, elle est également lauréate du 3e prix ex aequo de la recherche du comité Femmes et Sciences. Cette distinction met en lumière des recherches menées dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui intègrent des questions de genre et d'égalité des sexes, avec pour thématique cette année, genre et conflits armés. Sa recherche primée traite l'invisibilisation et la vulnérabilité des femmes dans les procédures de jugement des crimes de masse en République démocratique du Congo. Bonne écoute! À travers diverses questions, nous allons aborder différents aspects de votre travail. Et pour commencer, les femmes sont les principales victimes des violations des droits humains dans les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi sont-elles si faiblement impliquées dans les procédures judiciaires liées aux crimes de masse ? C'est vrai ce que vous dites, donc c'est vrai que nous l'avons écrit, mais ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les statistiques elles-mêmes qui disent justement que les femmes et les filles ont payé les plus lourds tributs de guerre et elles constituent la majorité de victimes de violations graves de droits humains qui ont été commises à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme nous l'avons fait constater, leurs voix sont à peine audibles dans les procédures de jugement de ces violations. C'est-à-dire que on retrouve, c'est vrai, ça et là, des femmes qui interviennent, mais pas suffisamment. Et quand on fait la cartographie pour essayer de voir à quel endroit où est-ce que les femmes se situent dans les processus de jugement de crimes de masse en RDC, on retrouve les femmes en majorité parmi les victimes. Et quand il s'agit d'autres acteurs clés de ce processus, que ce soit parmi les juges, les OPJ, parmi les avocats, les psychologues et autres, les femmes sont presque absentes. Et pour expliquer cela, on pense qu'une des solutions, mais elle n'explique pas toute la complexité du problème, c'est la masculinisation de certains postes, dont, par exemple, dans la magistrature, on y retrouve beaucoup d'hommes que des femmes. Il semblerait qu'il y en ait à peu près 25% de femmes dans le monde judiciaire de manière générale. Et quand il s'agit d'examiner, d'analyser de cas de crimes de masse, c'est à peu près autour de 2,5% des femmes qui sont mises à profit. Donc, comme elles ne font pas partie de ces acteurs, c'est difficile pour elles de faire entendre leur voix. Et c'est pour cela que, de plus en plus, on va écouter des voix masculines pour raconter les récits de souffrance des femmes. Justement, comment cette masculinisation impacte-t-elle la représentativité et la voix des femmes dans les procédures judiciaires liées aux crimes de masse ? Elle l'impacte et pas que peu, parce que tel que je viens de le dire, quand il y a que des femmes ou beaucoup plus des femmes parmi les victimes, et on sait que pendant les procédures judiciaires, les victimes ne sont pas celles qui ont le plus de temps de parole. Et quand on leur donne un peu de temps pour s'exprimer, à la limite, c'est pour qu'elles donnent leur témoignage, qu'elles racontent ce qu'elles ont vécu, et cette parole tout de suite est reprise soit par leurs avocates, par leurs avocats. Il peut s'agir d'avocats ou d'avocates, mais beaucoup plus d'avocats qui pensent mieux connaître leurs problèmes ou mieux savoir les défendre. Donc de plus en plus des personnes qui vont intervenir, de voix masculines qui vont apporter des réponses, parce que tout le monde pense mieux connaître le problème des victimes que les victimes elles-mêmes. Quand elles ont fait face à des officiers de police judiciaire, c'est eux qui veulent beaucoup plus ou qui pensent mieux parler pour les victimes. Pareil pour les avocats, le ministère public fait aussi de même. Les juges, lorsqu'il prend sa décision, lui aussi, il a le temps de s'étaler sur la situation. Même les psychologues qui
sont désignés pour accompagner les femmes, ce sont également des hommes. Et cela peut aussi s'expliquer par le fait que nous sommes, en tout cas en République démocratique du Congo, une société essentiellement patriarcale, où lorsqu'on parle des questions de la guerre, ce sont les hommes qui sont mis au premier plan et les victimes seulement représentées en tant que victimes et pas autre chose. Comment les théories que vous mentionnez dans votre travail, comme la théorie féministe du conflit, l'intersectionnalité et l'équité de genre, aident-elles à mieux comprendre le lien entre genre et conflits armés ? En fait, nous avons essayé de voir les théories qui ont émergé par rapport à la question des femmes et des conflits armés. Et ce sont ces théories qui nous ont semblé pertinentes pour comprendre ou qui cadrent les mieux avec la réalité de conflits armés en République démocratique du Congo et des procédures judiciaires en particulier. Parce qu'avec la théorie féministe du conflit, on a vu que pour cette théorie, on met en avant le fait que les femmes aient été ou soient utilisés comme des outils de guerre. Et ça a été prouvé pour le cas de la République démocratique du Congo, où on admet aujourd'hui que les violences sexuelles y ont été utilisées comme une arme de guerre pour dominer des communautés entières, parce que ça laisse quand même, c'est comme de l'encre indélébile pour les familles qui ont assisté ou qui ont vu leurs membres être directement touchés par ce cas de violence sexuelle. C'est des communautés entières qui sont anéanties par ces violences sexuelles, et on sait que dans le cadre des conflits en RDC, les violences sexuelles y ont été commises généralement en masse. Pour ce qui est de la théorie intersectionnelle, c'est que cette théorie met en avant des critères qui peuvent expliquer qu'une certaine catégorie de femmes soit plus exposée, plus victime que d'autres. C'est le cas de l'ethnicité, c'est le cas du statut de réfugié ou des déplacés, et on sait que les déplacés de guerre en République démocratique du Congo depuis 30 années que ça dure, se comptent par milliers, si pas par millions, et cela accentue le nombre de victimes parmi les femmes et les filles. Et par rapport à la théorie de l'équité, c'est que elle permet surtout de comprendre la répartition de tâches qu'il y a entre les hommes et les femmes, et dans le cadre de conflits, d'essayer de comprendre, comme nous on l'a fait pour le cas de procédure de jugement de crimes de masse, essayer de comprendre comment est-ce que on se répartit les tâches, quels acteurs interviennent et à quel moment. Et c'est cette théorie qui nous a permis de voir, par exemple, que c'était flagrant l'absence des voix féminines dans ces procédures, et qui est en faveur justement de la réconsidération de la répartition d'acteurs et de l'urgence qu'il y a à prendre en compte les perspectives de genre dans le processus de jugement de crimes de masse. Vous évoquez la nécessité de renforcer la présence des femmes dans les structures judiciaires. Quelles mesures concrètes, législatives ou culturelles, pourraient faciliter cette intégration ? Du point de vue législatif, je pense que la République démocratique du Congo a pas mal avancé ces 20 dernières années par rapport aux réformes législatives qui ont été entreprises. Des textes de loi ont été votés, des textes internationaux, la RDC y a adhéré. Nous en sommes au niveau où même dans la Constitution, qui est la loi fondamentale de notre pays, on a inséré des dispositions en faveur de la prise en compte de l'égalité homme-femme. Mais ces réformes, tout simplement du point de vue législatif, ont montré leurs limites. Et que pour que les femmes soient beaucoup plus nombreuses dans les professions judiciaires, il faut bien plus que des lois. Et pour cela, on a constaté qu'il y a de pratiques locales qui sont réfractaires à tous les efforts qui sont fournis pour la prise en compte de l'égalité entre hommes et femmes. Et ce sont ces pratiques qui étouffent les politiques publiques qui sont conçues pour donner plus de chance aux femmes. Et pour cela, je pense qu'il faut vraiment sortir du cadre essentiellement législatif. C'est bien d'en avoir déjà un, et au-delà de l'avoir, il faut que les textes soient appliqués. Et on a compris, les hommes qui sont les grands bénéficiaires de ces déséquilibres ne vont pas servir l'égalité aux femmes sur un plateau, que c'est un combat à mener. Il y a de plus en plus d'acteurs, des femmes et des hommes aussi, qui militent en faveur de cette égalité, qui essayent de sensibiliser ça et là. Mais la situation
l'implication des femmes dans les processus de jugement de crimes de masse, c'est le miroir d'une réalité encore beaucoup plus globale. Parce que ce soit dans le monde judiciaire ou dans les autres institutions, les femmes congolaises sont sous-représentées. Et pour cela, je pense, il faut, comme certains l'ont proposé, et je suis de cet avis, essayer d'imposer, par exemple, de quotas. Parce que du point de vue déjà de la formation, moi, en tant qu'enseignante, je vois que dans les auditoires, il y a beaucoup de femmes qui font le droit, qui répondent au profil pour être officier de police judiciaire ou pour être magistrat. Et au moment du recrutement, qui venait d'ailleurs d'être fait, le processus a été déclenché depuis, je crois, 2 ans maintenant. La République démocratique du Congo disait vouloir recruter 5000 magistrats. L'année passée, 2500 ont été recrutés, ils ont fini leur formation, ils ont été affectés, mais parmi eux, il y a moins de 20% de femmes. Et donc, pour cela, il aurait fallu déjà qu'il y ait des politiques de recrutement qui favorisent les femmes. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas les compétences, mais tout simplement qu'on ne leur laisse pas la possibilité de se déployer et de faire leurs preuves. Et pour finir, comment ce prix pourrait-il changer la représentation des femmes dans les procédures pénales liées aux crimes de masse ? Alors, pour moi, d'abord, c'est un grand honneur, en fait, parce que quand j'ai vu que notre étude avait été sélectionnée, alors ça m'a rassurée de voir que la question est pertinente et que ça comptait vraiment et que c'est une occasion de parler encore plus et de sensibiliser justement sur la nécessité qu'il y a sur la question. Parce que ce que notre recherche a démontré aussi, c'est que les victimes que nous avons rencontrées ont dit qu'elles se sentiraient beaucoup plus en sécurité d'avoir à se confier à d'autres femmes plutôt qu'à des hommes. Parce que déjà, les hommes, ce sont en majorité, en tout cas parmi les auteurs. C'est vrai qu'il y a eu de rares cas des femmes qui ont été citées en tant qu'auteurs des crimes de masse, mais beaucoup plus pour des actes tels que les pillages. Mais pour le cas des viols et des meurtres, les femmes, elles ne sont pas citées. Et donc, avec la visibilisation de la question, ça permet de remettre dans le débat la nécessité qu'il y a d'avoir davantage des femmes. Et si ça tombe dans les oreilles de décideurs, on espère que ça pourrait faire changer la tendance et plaider en faveur de la prise en compte de perspectives genre dans les processus de répression de crimes de masse en République démocratique du Congo. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions dans cette interview. Merci à vous. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous Dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.